Bonjour, donc je vais vous parler de l'intégration de l'ACE en neuro-IRM au quotidien. Donc je suis radiologue libéral dans une structure qui s'appelle Imagir et j'interviens sur une IRM 3 Tesla. Je pratique une collaboration avec le CHU de Bordeaux pour l'imagerie de l'épilepsie et des maladies neuro-inflammatoires dans le cadre de comités multidisciplinaires, ce qui me permet de faire des applications avancées. Donc nous avons récemment installé une IRM 3 Tesla Galant, dont le hardware est constitué d'une antenne crâne 32 éléments et de gradients élevés, ce qui nous permet donc de réaliser des applications avancées. Et récemment a été installé du Deep Learning Reconstruction, ACE, qui nous permet de faire du débruitage et de travailler plus rapidement et avec une imagerie de meilleure qualité. Ce Deep Learning Reconstruction est également soutenu par des techniques d'accélération avancées, comme le Comprehend Speeder pour l'imagerie morphologique, disponible aujourd'hui en 2D et bientôt en 3D, et le Multiband Speeder pour les applications de tenseurs de diffusion. Donc, on utilise du deep learning qui fait partie de l'intelligence artificielle, et c'est une branche de l'intelligence artificielle appelée le machine learning, qui consiste à utiliser des algorithmes avec la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé, mais en étant supervisé. Et le deep learning est un sous-ensemble du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels qui vont s'adapter et apprendre à partir de vastes quantités de données, donc du big data. Donc l'ACE, c'est le premier deep learning reconstruction en scanner et IRM disponible. Donc, il y a une phase d'entraînement en usine où les réseaux de neurones artificiels vont être fournis avec de nombreux data, constitués principalement d'images avec un rapport signal sur bruit élevé et des images avec un rapport signal sur bruit faible. Le but, c'est qu'ils apprennent à faire du débruitage en s'auto-adaptant avec un feedback et pour améliorer leur performance au fil du temps. Et en phase opérationnelle disponible sur site, vous avez un produit fini, robuste, qui n'évolue pas sur site. Il va continuer à évoluer chez le constructeur avec probablement des upgradings disponibles au fil du temps, mais vous avez un produit fini, donc stabilisé. Et ce produit va faire, cet algorithme, va faire du débruitage, du denoising, de manière à vous permettre d'avoir des acquisitions dégradées, donc très courte, tout en ayant une imagerie de qualité grâce à ce denoising. Donc en fait là on va comparer un filtre conventionnel avec un filtre ACE, donc de Deep Learning Reconstruction. Le filtre conventionnel est au-dessus, le filtre ACE est en bas. Donc on fait une soustraction. Quand sur le filtre conventionnel on va observer du denoising, donc du débruitage, mais aussi une perte d'informations morphologiques. Alors qu'avec l'ACE, on n'a que du bruit qui a été enlevé. Il n'y a pas de perte d'informations morphologiques, ce qui veut dire qu'on a des images de meilleure qualité avec l'ACE, à savoir une différenciation gris-blanc de meilleure qualité. Le cortex est mieux visible, moins flou. Donc des exemples de la vie réelle. Donc là, c'était sur la première question. On a fait un 3D flare sans ACE, un 3D flare avec ACE, et on observe effectivement qu'on a les mêmes résultats que ce que je vous ai montré précédemment, mais sur une application clinique, avec un gris blanc qui est très bien différencié, et le cortex apparaît beaucoup plus net, donc ce qui nous permet d'avoir, j'imagine, dans la sclérose en plaques, une meilleure imagerie pour les lésions juxtacorticales ou chercher des dysplasies corticales en épilepsie, par exemple, donc sur des images sagittales et coronales en flair. Un autre exemple, un 3D flare agrandi en coronal ou sans ACE, tout est un petit peu flou. Avec ACE, on va avoir une meilleure visibilité de l'hippocampe. On peut suivre le stratum lacunosum, la petite bande hyposignale là. On voit mieux le sillon collatéral. On a une meilleure visibilité des différents sillons du lobe temporal et de cette différenciation gris-blanc. D'autres exemples sur les séquences susceptibilité de tenseurs de diffusion, donc sans ACE, avec ACE, l'imagerie est plus résolue en susceptibilité magnétique, et sur le DTI, en isodiffusion, on a une différenciation gris-blanc, encore une fois, qui est bien plus nette, on voit mieux les rubans corticaux que sans ACE. Donc ici, c'est la diapositive finalement la plus importante,
qui montre en fait le gain de temps significatif que l'on va avoir. Donc, par exemple, le sagittal 3D flair, on est passé de 4 minutes 40 à 2 minutes 13. Le 3D T1, on passe de 3,39 à 2,48. Et la séquence optimétique FSBB, on est passé de 3,38 à 1,41. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres dans les séquences. Donc, on peut estimer qu'on a un gain de temps entre 20 et 40%, voire même 50% si on parle du 3D flair. Alors, ce gain de temps, c'est un arbitrage personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue à ce sujet. Au fil de l'utilisation, on fait des essais et on voit ce que l'on accepte en fait en termes de réduction de temps par rapport aux résultats d'imagerie. C'est pour ça que parler de pourcentage, il n'y a pas de pourcentage absolu. Vous aurez vos propres pourcentages que vous ferez avec votre expérience. Pour donner un autre exemple pratique, ça c'est un protocole que j'utilise, on va dire, de manière assez large, qui me permet d'avoir une exploration, je trouve, correcte et complète, où il y a un sagittal T1 2D, un 3D flair, un tenseur diffusion en 12 directions, donc là on utilise le Nuclear Speeder en l'occurrence, le FSBB et le TOF, et en fait au total, on a un flair qui est en 2,13, on obtient une imagerie, je trouve, quasi complète en à peu près 7 minutes. Donc des exemples pratiques pathologiques. Là, il s'agissait d'une lésion gliale de haut grade qui est non méthylée MGTM et non mutée IDH1, donc pronostic moins favorable, qui est traité par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Ce patient fait une radionécrose. Donc ça, c'était un premier bilan après la radionécrose sans ACE. Donc on voit une cavité frontale antérieure gauche. On voit qu'il y a un résidu tumoral au niveau du genou du corps calleux. Il y a quelques prises de contraste sur la périphérie, mais qui sont probablement post-thérapeutiques s'intégrant dans la radionécrose. Et dans le suivi, en fait, il fait une récidive tumorale. On voit la lésion qui apparaît en frontale postérieure. Donc l'idée de ce dossier, c'est d'illustrer qu'en pathologie, ça marche aussi, et on a aussi bien toujours cette bonne différenciation, cette bonne résolution au niveau du gris blanc, et on voit mieux les détails, je pense même de la récidive tumorale que si on l'avait fait sans ACE, sachant que ce flair est à 2 minutes 13, toujours. On a des prises de contraste donc périphériques qui ont un petit peu augmenté par rapport à la fois précédente. On a plus de temps puisque on travaille plus vite, donc on peut se permettre de faire des applications avancées plus facilement. Donc on a fait une perfusion, il n'y a pas d'augmentation du RCBV dans la lésion. Voilà, et puis vous voyez bien cette diffusion qui est quand même de très très bonne qualité. Donc un autre exemple, là c'est une double pathologie, c'est un patient qui a un épaississement cortical en pariétal droit avec un élargissement des sillons en regard. Le cortex est uniquement épaissi en hypersignal, il y a un petit flou potentiel entre le gris et le blanc, mais on n'a pas d'infiltration de la substance blanche adjacente. Donc première hypothèse, c'est qu'il s'agit plutôt d'une dysplasie corticale, mais c'est l'avenir qui nous dira si ce n'est pas une lésion gliale de bas grade. Alors, il n'y a pas de prise de contraste, et d'autre part, comme on avait encore une fois un petit peu de temps puisqu'on est allé vite, on a plus facilement pu faire une application avancée, donc on a fait une spectroscopie, et le profil spectroscopique est plutôt rassurant puisqu'on a une petite augmentation de la choline, une chute du NA, donc un profil spectroscopique qui est plutôt en faveur au pire d'une lésion gliale de bas grade, mais qui est compatible avec une dysplasie corticale. Et il y avait une double pathologie avec 2 petits méningiomes en orbitofrontal médian et au niveau de l'apophyse clinoïde antérieure gauche. Donc encore une fois, pour illustrer que le 3DT incodérabien est de très bonne qualité. Donc après, un exemple pratique, on va dire plus commun, avec la sclérose en plaques. Donc là, c'est juste pour insister sur le fait qu'en 2 minutes 13, on arrive à avoir un flair de très bonne qualité, qui nous permet de voir des détails au niveau de petites lésions, parfois difficiles à voir, notamment ici au niveau du genou du corps calleux. Là, en juxtacortical, avec atteinte des fibres en U dans la région singulaire postérieure, à proximité du précuneus. Et là encore, toujours difficile de voir ces petites lésions au niveau du tronc cérébral, la protubérance annulaire. Là, on arrive à la voir à la face antérieure droite de la protubérance. Donc encore une fois, ACE 2 minutes 13 pour obtenir ces images. Donc toujours dans les exemples pathologiques, ça c'est du suivi, on utilise un outil fourni par OEA de suivi longitudinal et on voit une nouvelle lésion qui est mieux visible sur le sagittal parce qu'on est un peu gêné par le plexus choroïde sur l'axial, mais elle est bien là. Donc ça c'est la corregistration de l'ancien et du nouveau, on voit la nouvelle lésion en surbrillance et on voit bien qu'elle vient d'apparaître. Et on est conforté dans cette idée par le fait qu'il y a une petite prise de contraste en T1. Là, c'était du 1.5 à CL3T avec l'ACE. Je pense que cette séquence devait durer à peu près entre 4 minutes et 4 minutes 30. Là, on est toujours avec 2 minutes 13. On a de très bonnes images. Voilà.
Donc, dernier exemple pratique, un cavernum temporal gauche au niveau du gyrus parahippocampique. Coronal 3D temperage, on voit la lésion, on voit bien la différenciation de ligament, et sur le flair, c'est très beau puisqu'on voit vraiment le contact du viscéré d'hémosydérine du cavernum avec le cortex, donc le côté probablement irritatif de ce cavernum, épileptogène. La phase pour montrer que ce petit hypersignal T1 est probablement une calcification puisqu'il n'apparaît pas en hyposignal sur la construction de phase. Et aussi pour montrer le caractère résolu de la séquence de susceptibilité magnétique. Comme il y avait une chirurgie de prévue, on nous a demandé de faire une tractographie. Donc on a réalisé en 30 directions. Donc avec le multiband speeder, ça prend à peu près 2 minutes. On revoit les images de flair, on a vraiment bien la localisation par rapport au cortex du cavernum. La tractographie du faisceau arqué qui a pu être réalisée, qui est de qualité acceptable avec les 30 directions. On a eu le temps de faire une imagerie fonctionnelle avec une écoute dominante gauche à 16% chez le patient droitière. Bon, c'est pas significatif, mais bon, ça nous conforme dans l'idée qu'elle est plutôt dominante à gauche au niveau du langage. Elle a été opérée, il n'y avait pas de déficit. Un dernier exemple pratique en utilisant le Welcome Pack, c'est qu'on m'avait demandé de faire un suivi d'un hypersignal de la protubérance annulaire gauche chez une patiente qui avait été opérée d'une névralgie du trijumeau. Donc on voit avec le 3D FLAIR toujours en 2013 sans difficulté cet hypersignal qu'on peut suivre. On peut pas dire quelle est l'origine de l'hypersignal évidemment, mais au moins le suivi est réalisé sans difficulté. Et tout ça en 7 minutes. Le SWI nous a permis de voir qu'il y avait une petite anomalie veineuse de développement en pariétal gauche. Voilà. Et on a donc le TOF, du T1, du FLAIR, tout ça en 7 minutes. Donc les perspectives, on a un gain de temps, un gain de résolution, donc il faut trouver un équilibre entre améliorer le flux patient, améliorer la qualité diagnostique. Donc au final, ça veut dire plus de temps disponible pour plus de séquences ou plus de patients. Donc après un arbitrage qui appartiendra à chacun, l'idée étant de diminuer les délais de rendez-vous et de réaliser probablement plus facilement des applications avancées, donc comme spectroscopie, perfusion. Il n'y a pas d'exemple d'ASL, mais c'est une technique qui, à mon avis, est très utile et qui peut être fait maintenant un peu plus facilement vu qu'on a plus de temps. Donc, j'insiste sur la synergie entre le deep learning, reconstruction, LACE et les techniques d'accélération, notamment le component sensing, donc en 2D, en 3D pour la morphologie, et également le multiband speeder pour le tenseur de diffusion. Et aussi, on peut supposer qu'avec LACE, on va pouvoir travailler sur l'imagerie synthétique, et notamment cette idée d'avoir une seule acquisition avec toutes les pondérations, enfin le maximum de pondérations possible, et notamment améliorer le flair qui pose des difficultés aujourd'hui. Enfin, il est possible que, au fil du temps et de l'utilisation, on va pouvoir obtenir une qualité d'imagerie 7 Tesla avec l'élément de 3 Tesla grâce à LACE. En tout cas, c'est un des objectifs. Pour finir, une imagerie haute résolution, donc c'est un coronal T2, et on l'a obtenu en 1052 grâce à LACE, et c'est juste pour montrer des détails de microarchitecture de l'hippocampe, où on arrive à suivre là l'hyposignal du stratum lacunosum dans cet hippocampe droit, et on voit un microkyste de la fissure hippocampique, donc sans signification pathologique, mais c'est juste pour montrer la capacité qu'on a à voir des détails très fins à l'intérieur de l'hippocampe en 1 minute 52. Voilà, je vous remercie. Pour finir, c'était juste une image pour un peu dignifier tout ça et l'intelligence artificielle. Voilà, l'algorithme est contenu dans cette armoire supplémentaire qui n'est qu'une armoire de plus au final. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. L'objet de cette courte présentation qui s'intègre dans le cadre du symposium Canon des JFR virtuels 2020 est de vous relater notre expérience avec le dernier scanner Aquilion One Prism. Vous savez que le scanner est vraiment le cœur de l'hôpital puisqu'il s'intègre dans le circuit du patient avec de multiples connexions vers des cliniciens toujours plus pressés et toujours plus nombreux. Il doit également avoir un côté tout à fait pratique pour la programmation, pour faciliter le travail et la collaboration avec nos manipulateurs et bien évidemment pour les radiologues, il doit fournir une image pertinente, rapide et de bonne qualité. Concernant les manipulateurs, l'utilisation d'expérience est extrêmement facile, aussi bien pour le hardware que le software, avec tous ces items qui sont d'accès facile. Même les plus jeunes qui arrivent dans le service s'intègrent très vite et savent très vite manipuler. Les reconstructions automatiques sont rapides et ne posent jamais de problème.
Un point important également, c'est que cette machine est apparue très fiable. En effet, elle est robuste puisque en 11 mois d'expérience, il n'y a eu aucun bug, aucun shutdown, et donc ça marche toujours. La machine est fidèle au poste tous les jours. Le workflow, il est très bon puisque la nouvelle reconstruction par Deep Learning est presque en temps réel et il n'y a jamais d'attente pour avoir la visualisation des images pour décider de la suite ou pas de l'examen. Enfin, pour les radiologues, c'est quand même la part la plus importante. Je crois et la qualification que je donnerais à cette machine, c'est une polyvalence diagnostique. Mais rassurez-vous, je ne vais pas détailler tous les logiciels qui sont disponibles. On va simplement se concentrer sur 3 nouvelles applications qui sont maintenant de la routine clinique chez nous. Alors, il y a la soustraction que nous utilisons vraiment beaucoup, l'imagerie spectrale que nous utilisons également de plus en plus fréquemment, et puis ACE qui est une utilisation de routine, c'est la nouvelle reconstruction faite par Deep Learning qui est disponible sur tous les types de logiciels et pour tous les types d'examens. Concernant la soustraction, c'est un principe en fait très simple. Il y a une acquisition sans injection, il y a une acquisition avec contraste, et la machine va soustraire l'acquisition non contrastée de l'acquisition contrastée pour dégager une extraction diode. Cette image extraction diode est ensuite transformée sur une cartographie couleur, et cette cartographie de couleur est additionnée à l'image avec injection de produit de contraste de façon à obtenir la soustraction iodine mapping que vous voyez ici. Alors c'est un processus entièrement automatique qui dure 3 à 5 minutes, 0 clic. Enfin, plus exactement, un clic, bien sûr, pour lancer le logiciel. Il n'y a aucun impact dans le workflow, c'est-à-dire que la machine continue à travailler pendant que les logiciels fonctionnent. Pour faire cette reconstruction, vous pouvez obtenir cette reconstruction dans les 3 plans perpendiculaires. Et ce qui nous a vraiment étonné au début, quand on a commencé avec ce type d'application, c'est la netteté des contours du rein, donc la qualité de cette soustraction dite élastique, et tous les structures tissulaires, c'est pareil. On n'a vraiment aucun flou autour du bord des organes, ce qui est effectivement extrêmement précieux pour faire les diagnostics. Donc toutes les phases sont disponibles, et comme on va additionner 2 fois en fait l'opacification iodée, on va avoir la possibilité pour le patient de réaliser des examens avec une plus faible quantité d'iode. Alors voilà quelques exemples. Vraiment, ça nous augmente notre confiance diagnostique, à la fois pour affirmer qu'il y a une prise de contraste ou encore pour affirmer qu'il n'y a pas de prise de contraste. Alors voilà l'exemple d'un patient sur la partie gauche de la diapositive, opéré d'une néphrectomie partielle. Sur l'acquisition classique, on se demande ce qui peut se passer à l'intérieur de cette petite zone opératoire. Mais quand on regarde la cartographie diode, le iodine mapping, vous voyez qu'il n'y a aucune prise de contraste. C'est vraiment très clair. Il a soustrait presque parfaitement les chaînettes chirurgicales. Si on regarde cet autre patient sur la partie droite de la diapositive, c'est quelqu'un qui a de multiples kystes rénaux. Sur le rein droit de cette personne, il y a une structure arrondie, un petit peu dense, qui était un petit peu dense également sans injection, mais on avait l'impression d'avoir un rehaussement, un discret rehaussement sur ce temps artériel. Et si on regarde le iodine mapping, l'imagerie iodine mapping, définitivement on est rassuré. Il n'y a aucune prise de contraste à l'intérieur, c'est vraiment un kyste simple. Si je regarde la partie gauche du rein, le rein gauche, vous allez voir qu'il y a cette petite structure qui est un petit peu hétérogène, difficile de faire la part des choses entre une prise de contraste ou pas sur l'acquisition standard. Par contre, lorsque je regarde l'image de soustraction,
en iodine mapping, eh bien définitivement, je suis sûre qu'il y a une prise de contraste et il s'agissait en fait d'une petite tumeur du rein. Alors un dernier cas, cette patiente a une maladie génétique et qui donne des cancers du rein. Elle a déjà été opérée plusieurs fois et elle vient pour un contrôle en novembre 2018. Donc voilà son acquisition novembre 2018 et puis on la revoit en mars 2019 où bien évidemment ça devient évident sur l'acquisition classique qu'il y a une localisation secondaire hypervasculaire dans la partie postérieure ici de l'espace, dans la partie musculaire de sa paroi. Mais si on avait regardé vraiment attentivement le iodine mapping sur l'examen précédent, eh bien on avait déjà le diagnostic. Et avouez que sur l'acquisition classique, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. La deuxième application, c'est l'imagerie spectrale. L'acquisition est faite avec un seul tube, avec un rapide switching entre 80 et 135 keV. Ça marche tout à fait bien. Il n'y a jamais eu de shutdown pendant ce type d'acquisition. On a bien évidemment une réduction de l'irradiation par une adaptation automatique de l'exposition d'irradiation de façon tout à fait classique. On peut avoir cette acquisition jusqu'à 50 cm. Elle peut être faite en hélical ou séquentiel et bien sûr avec la modulation des MA tout à fait classique. Les reconstructions sont faites par deep learning et on va avoir l'analyse spectrale avec l'apparition sur la console de traitement de tout ceci. Alors ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu confus, presque inabordable. En fait, c'est assez facile. Dans toute la partie gauche, eh bien, on a l'imagerie monochromatique qui est très contrastée avec un réglage à 70-75 keV dite viscérale. Vous remarquez tout de suite qu'il y a beaucoup de contraste. Et puis la machine le fait automatiquement, mais vous pouvez gérer ça comme vous voulez avec un KEV un peu plus bas pour la partie vasculaire où bien sûr on augmente le contraste beaucoup, on diminue un petit peu la résolution spatiale. Il y a une image diode, une carte diode avec une couleur qu'on peut faire varier comme on veut, mais elle illustre cette couleur, la captation diode. Et puis il y a dans la partie en haut et à droite l'image sans injection de produit de contraste, l'image virtuelle sans contraste qui va être très intéressante. Il y a également une notion nouvelle qui est l'évaluation des numéros atomiques, l'effectif Z, qui probablement dans l'avenir va être très intéressante pour mieux caractériser. Et puis, vous pouvez également construire une courbe spectrale pour affirmer qu'il y a une prise de contraste. Tout ceci en implique. Alors, si on regarde les images monochromatiques, quelques exemples, vous allez voir que la qualité d'image est bien liée. Dans ce temps artériel, c'est très contrasté. On voit parfaitement l'œdème sous-muqueux dans ses structures digestives. Indiscutablement, on détecte mieux toutes les prises de contraste. Vous avez une diminution aussi de ce fait, la possibilité de diminuer la charge iodée que vous donnez aux patients. Et tous ces examens sont faits avec un produit concentré à 270 mg d'iode par millilitre. La phase portale, eh bien c'est pareil, en faisant diminuer les KEV, vous faites encore mieux ressortir cette petite formation secondaire, localisation secondaire au niveau pancréatique. Et enfin, sur le temps excréteur, eh ben, vous analysez vraiment de façon fine les cavités pyélo-calicielles. Et si le patient a du matériel métallique, vous pouvez réduire les artefacts en augmentant les KEV de façon à voir dans ce cas-là eh bien parfaitement ces cavités excrétrices. Alors un exemple d'une petite masse ici qui était en fait une adénopathie. Vous avez ici l'image monochromatique, vous avez l'image diodée et puis l'image sans contraste. Il y a une notion intéressante, il y a une nouvelle quantification qu'on appelle la charge diode que vous voyez ici. C'est encore des travaux qui sont en train de se faire. Probablement le seuil sera 1,5 mg par millilitre. C'est pas du tout la même chose que l'unité Hounsfield. Si vous tracez la courbe spectrale, ben vous voyez que quand vous diminuez les KEV, vous allez avoir une augmentation des unités Hounsfield, donc il va y avoir une prise de contraste.
Alors, chez ce même patient, eh bien, on peut faire l'effectif Z, donc on peut faire la carte de ses numéros atomiques, et c'est en recherche. Il semble que dans un proche avenir, on pourra encore mieux caractériser, grâce à ces nouvelles valeurs, les différents tissus. Un exemple où on a un peu additionné ces différentes possibilités, 2 petites formations au niveau rénal gauche. Celle en bleu, eh bien, si vous suivez le bleu, vous voyez que sur l'image sans injection, chez un examen fait avec injection de produit de contraste, vous avez une densité qui est voisine de l'eau. Et si vous regardez la courbe spectrale, il n'y a pas du tout d'augmentation des unités Hounsfield quand on diminue vers les KEV. Vous avez également une valeur de charge en iode qui est inférieure à 1 mg par millilitre. Et si je regarde la lésion postérieure, c'est pas du tout pareil. Il y a donc déjà en unité Hounsfield, en enlevant l'iode, une valeur qui n'est pas du tout celle du liquide. Vous avez bien sûr une prise de contraste sur la quantification en charge d'iode. Bon, l'effectif Z, c'est encore en recherche, mais vous voyez que c'est vraiment différent entre les deux structures. Et puis sur la courbe spectrale, eh bien, c'est parfait. Vous êtes sûr qu'il y a une prise de contraste. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucune hésitation avec une seule injection pour différencier un kyste d'un petit cancer. Enfin, bon, ce qui a été classique, c'est de promouvoir cette technique pour les calculs du rein. C'est extrêmement facile. Vous pouvez en plus avoir une information quand c'est une cystine. Le logiciel le permet, ainsi qu'une analyse volumique des calculs. Pour ce qui est des calculs pour la goutte, je n'ai pas d'expérience puisqu'on n'a pas ce type de patient dans le service. Enfin, et pour finir, eh bien, ACE, qui est la nouvelle reconstruction Deep Learning, applicable sur tous les types de logiciels, elle apporte beaucoup en qualité d'image. Juste un exemple, une patiente qui a un cancer, qui a eu un cancer du sein, qui est suivie dans le service. Vous avez l'imagerie qui est faite sur la machine précédente, enfin sur la deuxième machine, et puis l'imagerie, la même patiente, à quelques mois d'intervalle sur la nouvelle machine. Vous voyez que ce petit kyste du foie, il est bien plus net, bien plus caractérisable, avec une qualité d'image qui est nettement supérieure par rapport à ce qu'on obtenait auparavant, avec en plus, eh bien, vraiment une diminution de l'irradiation. Donc, meilleure qualité d'image, plus de confiance diagnostique et diminution de l'irradiation. Alors, on a fait dans le service une évaluation de notre irradiation sur différents types d'examens entre les deux machines, et vous voyez que on a environ 40% de réduction de l'irradiation avec cette nouvelle reconstruction ACE pour une qualité d'image qui est supérieure. Donc, pour conclure sur cette machine, eh bien, je crois que c'est vraiment de la polyvalence qui va bien comme qualificatif avec de la fiabilité et puis un workflow qui est extrêmement rapide, sauf si votre PACS évidemment suit pas derrière. Alors, on peut en plus se faire de la publicité en montrant aux cliniciens des images superbes de VR avec un logiciel un petit peu plus sophistiqué avec différents ombrages possibles. Là, c'est vraiment magnifique pour voir ce parenchyme pulmonaire. Alors, est-ce qu'il y a un point négatif ? Oui, il y a toujours des points négatifs dans le service. Le point négatif, c'est que on est tous en train d'essayer de se faire un petit peu la guerre, enfin une guerre gentille, pour avoir ces vacations sur cette nouvelle machine. Voilà, je vous ai fait parvenir quelques informations. Je crois vraiment que la polyvalence et ces nouveautés sont extrêmement intéressantes, en particulier pour les prises de contraste, et ont un grand avenir. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, nous allons voir ensemble pendant les 15 prochaines minutes quels outils sont intéressants pour l'évaluation de la maladie chronique hépatique en échographie. Par essence, les ultrasons sont paramétriques, tout a commencé avec l'imagerie B, puis les modes couleurs pulsés ont été ajoutés. Maintenant, on a bien d'autres techniques, avec notamment les techniques de microflux. Mais ici, nous allons aborder d'autres paramètres qui sont très intéressants dans les maladies chroniques hépatiques. En effet, c'est un sujet clinique important, car vous pouvez le voir ici, l'incidence des maladies chroniques hépatiques augmente partout dans le monde.
Quand on parle de maladie chronique hépatique, on veut en fait parler de deux notions différentes. Premièrement, l'évolution classique fibrose-cirrhose et les principales causes, c'est-à-dire alcooliques et virales. Pour le diagnostic de fibrose et cirrhose, pendant longtemps, la biopsie a été la méthode de référence. Et il est aussi important, chez un patient qui a une cirrhose, de déterminer la présence et le degré d'hypertension portale, également évalué de façon invasive par le gradient porto-hépatique. Aujourd'hui, on approche très bien ces méthodes de référence par l'élastographie et notamment basées par les ultrasons. Deuxième chapitre dans les maladies chroniques hépatiques, la maladie hépatique à la mode, c'est-à-dire la stéatopathie métabolique ou non alcoolique, qu'on appelle en anglais NAFLD. Là encore, la méthode de référence, c'est la biopsie avec le score SAF qui permet de déterminer la présence de graisse pour S-stéatose, l'inflammation hépatique avec le A pour activité et le degré de fibrose F. Il est effectivement fondamental de différencier stéatose simple de stéatohépatite qui a un risque d'évolution vers la cirrhose et un risque de carcinome hépatocellulaire. Pour cela, les outils en échographie permettent d'assez bien caractériser les maladies graisseuses du foie avec l'élasticité pour la fibrose, avec la mesure d'atténuation et ou de vitesse de son qui sont très bien corrélées à la présence de graisse dans le foie. Et enfin, peut-être pourrait-on avancer sur le chapitre de l'inflammation ou de l'activité par la mesure de la dispersion, mais ceci est moins bien validé. Donc commençons par l'élasticité hépatique. Si ce n'est pas le cas, cela devrait être un outil de routine pour les radiologues. Pourquoi? C'est un biomarqueur clinique très important avec des techniques bien validées. Tout a commencé avec le FibroScan. Vous voyez un exemple ici en haut qui permet de déterminer s'il y a ou pas fibrose et de grader la fibrose, bien sûr, jusqu'au stade ultime qui est la cirrhose. On sait aussi que la dureté hépatique est bien corrélée à la présence d'hypertension portale. Ainsi, les 4 exemples en bas, obtenus avec un Aplio Canon, mettent en évidence 4 situations cliniques différentes. 4,2 kPa, c'est un foie normal. La carte est toute bleue, donc c'est une technique de Sharewave élastographie avec une carte d'intérêt que l'on positionne dans le foie, au sein de laquelle on met une région d'intérêt. À côté, 13 kPa avec un foie qui est d'emblée plus hétérogène, qui correspond à un patient cirrhotique. Et puis toujours plus on va vers la droite, des cirrhoses plus marquées, avec des valeurs de dureté hépatique extrêmement élevées, très vraisemblablement associées à des hypertensions portales fortement marquées. La question est de savoir est-ce que cet outil est bien validé en clinique et notamment avec la Plio. Oui, c'est le cas et c'est particulièrement important. Comme vous le savez, les méthodes échographiques ont commencé avec l'ARFI et le Sharewave élastographie de supersonique. Nous avons participé à une étude internationale qui vient d'être publiée chez plus de 600 patients qui montre que il existe une très forte corrélation entre le FibroScan, méthode historique mais encore souvent de référence, et le Sharewave élastographie de la Plio. Les deux graphiques en bas à gauche vous montrent que si on prend des seuils qui sont les seuils classiques pour les différents degrés de fibrose, la corrélation est très bonne. Et si on prend des seuils qui correspondent à des seuils pour l'hypertension portale, où on peut exclure l'hypertension portale ou être sûr qu'il y a une hypertension portale, la corrélation est également très bonne. On observe toutefois des valeurs avec le Sharewave 2D d'Aplio plus basses que le FibroScan, notamment dans les mesures, les valeurs élevées, mais ceci n'a pas d'impact pour la classification des patients. Deuxième grande question, peut-on évaluer la stéatose en échographie? Alors bien sûr, on le fait de façon qualitative depuis des années, par la forte hyperéchogénicité du foie, aussi par le rapport foie-rein, que je vous ai montré ici par un gradient donc hépatorénal, dont la valeur diagnostique est
un peu discuter en fonction des articles. Et là encore, avec le FibroScan, à côté de la mesure de dureté hépatique, eh bien, ils ont développé la mesure d'atténuation qui est corrélée à la présence de graisse. Alors, on mesure en fait la décroissance d'amplitude des ondes ultrasonores. C'est une donnée qui est délivrée instantanément dans l'image 2D, qui est exprimée en décibels par centimètre et par mégahertz. Et plus le coefficient d'atténuation est élevé, plus le taux de graisse intrahépatique est élevé, et donc le grade de stéatose hépatique est sévère. Ici, vous avez donc la boîte d'acquisition pour la mesure de l'atténuation, ainsi qu'un critère de qualité qui est exprimé par la corrélation ici, qui permet de déterminer le meilleur emplacement pour la mesure. À droite, c'est en fait un fantôme avec deux milieux différents, un contenant plus de graisse que l'autre, et vous voyez tout de suite la traduction sur la cartographie. Même question, est-ce que cette méthode est validée avec la Plio? La réponse est également oui. Nous l'avons fait dans le service il y a quelques années, c'est Marco Dioguardi qui a publié ce travail chez plus de 100 patients. Un premier élément de réponse, c'est que la technique est extrêmement fiable, qu'on peut la réaliser quasiment chez tous les patients. Et enfin, on peut déterminer des seuils de mesure d'atténuation qui vont permettre de différencier soit pas du tout, très peu de stéatose versus la présence de stéatose, ou bien stéatose jusqu'au niveau modéré versus stéatose très marquée, avec des valeurs diagnostiques, sensibilité et spécificité qui sont élevées. Un point important, c'est de savoir si la présence de fibrose, qui est souvent associée à la stéatose, peut perturber la mesure de l'atténuation, et nous avons montré que ce n'était pas le cas. Voici une autre question que l'on peut se poser. À côté de l'évaluation de la fibrose, de la stéatose, peut-on évaluer l'inflammation? Alors on peut obtenir cette vue qui décompose donc 4 images lorsqu'on réalise une mesure d'élasticité de la Plio. En haut à gauche, c'est l'élasticité. On peut voir la propagation des ondes, ce qui est assez important et intéressant pour placer la région d'intérêt. En bas à gauche, c'est l'imagerie B, et ici, c'est l'imagerie de dispersion. Vous voyez qu'on est encore sur un fantôme avec là 2 milieux de viscosité différentes qui mettent en évidence des valeurs de dispersion différentes. Alors, est-ce le cas également en clinique? La réponse n'est pas encore obtenue parce que cette méthode est en évaluation. Quel est le principe tout d'abord de la dispersion? On va analyser et recueillir donc la vitesse de propagation des ondes à chaque fréquence, et on va donc pouvoir mesurer la dispersion des ondes de cisaillement qui va être exprimée en mètres par seconde et par kilohertz, et qui a été démontré corrélée à la viscosité des tissus. C'est aussi une image et une mesure que l'on peut obtenir en temps réel. Ainsi, plus la valeur de dispersion est élevée, plus le niveau d'inflammation, activité nécrotico-inflammatoire du foie hépatique semble élevé, sous réserve bien sûr d'une validation clinique. Donc je veux juste vous montrer 2 exemples. Les validations sont en cours, il faudra attendre un tout petit peu. En haut, un premier patient qui n'a pas de fibrose, 4,8 kPa et une valeur de dispersion à 2,1, qui est une valeur faible. La biopsie a montré qu'il n'avait pas de fibrose et il n'avait pas non plus d'inflammation sur la biopsie. Ici, l'autre patient, une valeur de fibrose plus élevée, 7,4, vous voyez une dispersion qui s'élève. Et effectivement, on retrouvait en anatomopathologie une fibrose extensive et la présence d'inflammation. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a aussi une relation très probablement entre l'élévation de la dispersion et la présence d'une fibrose hépatique. Avant de terminer, quelques cas de situations cliniques différentes. Premier cas, c'est une femme qui a une perturbation du bilan biologique hépatique. Vous avez ici les cartes d'élastographie en haut à gauche, en haut à droite la carte d'atténuation,
et la synthèse après avoir effectué toutes les mesures. Donc au total, une valeur d'élasticité faible, 4,7 kPa, et vous voyez ici également une valeur faible d'atténuation, et sur la biopsie, il s'agissait d'un foie normal. Deuxième situation, perturbation du bilan biologique hépatique. D'emblée, la carte d'élasticité hépatique est un peu différente et un peu hétérogène. Voici ici la carte d'atténuation. Vous voyez que, au contraire du cas précédent, la fibrose est présente avec une valeur très élevée, et on confirme que le patient est cirrhotique sur la biopsie. Par contre, les valeurs d'atténuation sont faibles, et ça a été également confirmé sur la biopsie hépatique. Troisième cas clinique, c'est un homme qui a un diabète, une stéatose hépatique hétérogène que vous pouvez voir, et on suspecte justement une stéatohépatite. Ici, vous voyez en fait qu'il n'a pas ou peu de fibrose, 4,7 kPa. Voici la carte d'atténuation toujours à droite, qui est le reflet de la présence de stéatose, avec des valeurs extrêmement élevées, et on confirme cela lors de la biopsie hépatique avec une fibrose modérée périsinusoïdale, F1, mais la présence de nombreuses inclusions de graisse dans le cytoplasme avec une stéatose S2 qui est donc entre 33 et 66% en anatomopathologie. Enfin, un dernier cas, également un homme qui a un diabète, une stéatose en échographie, qu'on retrouve d'ailleurs. Ici, les valeurs d'élasticité sont plus élevées, comme vous pouvez le voir, 7,7 kPa. Des valeurs également élevées sur la carte d'atténuation. On confirme quand on regarde la représentation qui est, je trouve, très pratique, avec la valeur médiane pour ce qui concerne de la fibrose, de la dispersion et de l'atténuation. Et en anatomopathologie, il avait une fibrose extensive, également beaucoup de stéatose, encore une fois avec toutes les inclusions de triglycérides dans les vacuoles du cytoplasme. Pourquoi c'est un problème? Parce que cette maladie métabolique, NAFLD, augmente partout dans le monde, et vous voyez ici la proportion en fonction des continents, donc dans une population adulte pour lequel on est pour l'instant un peu désemparé, puisque il n'y avait pas de test ou de biomarqueurs suffisamment pertinents, et on pense vraiment que ces nouveaux outils en échographie vont permettre de pouvoir avancer dans la caractérisation de cette maladie. Ainsi, pour terminer, donc cette approche multiparamétrique en échographie, elle est très importante dans les maladies chroniques hépatiques. L'évaluation de la dureté hépatique, donc l'élasto en utilisant la technique des ultrasons, le Sharewave élastographie, est facile à utiliser et très bien corrélé avec le fibroscan et la biopsie hépatique, et ça doit donc vraiment être un outil de tous les jours. L'imagerie d'atténuation qui est arrivée plus récemment est également facile à utiliser et corrèle très bien avec le grade de stéatose en anatomopathologie, donc ne pas s'en priver. On espère que l'imagerie de dispersion reflètera l'inflammation, mais on est en attente de validation, ce qui fait qu'on pourrait vraiment cocher les 3 cases. Et ces nouveaux outils complètent donc très bien l'approche multiparamétrique de l'échographie. Je vous remercie.